Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mardi 18 mars. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Merci d'être des nôtres en ce début de journée, en ce début de mardi. J'espère que vous allez bien. Alors, pas mal de choses aujourd'hui. On va revenir sur la visite du premier ministre canadien, qui était de passage en Europe. Il a été, entre autres, au Royaume-Uni, où il a rencontré le premier ministre Keir Starmer, également le roi Charles III. Il est attendu dans le nord du pays au cours des prochaines heures. Et ces jours de grève, encore une fois, dans plusieurs CPE au Québec. Jean-Philippe Rovière sera avec nous pour en parler. Sinon, au cours des dernières heures, vous savez qu'il y avait ces élections partielles dans la circonscription de Terrebonne, au nord de Montréal. Si vous n'avez pas suivi les résultats en soirée, sachez que le Parti québécois, la candidate Catherine Gentilcore, a été élue avec un très fort taux d'appui, plus de 11 900 votes contre 6 500 pour celui qui est arrivé au deuxième rang, le représentant de la coalition Avenir Québec, Alex Gagné. En pourcentage, là, c'est presque 53 % pour le PQ, autour de 29 pour la CAQ, un peu moins. Taux de participation, selon les plus récentes données d'élection du directeur général des élections du Québec, on est un peu au-dessus du 37 % de taux de participation. Sinon, encore une fois, avec ce temps doux que l'on a connu au cours des derniers jours, il y a eu des inondations. Vous avez peut-être vu ça hier, entre autres des évacuations à Drummondville. Sachez que la situation est un peu rentrée dans l'ordre. En fait, les gens qui avaient été évacués ont pu, un peu avant 20 heures hier, retourner chez eux, rentrer à la maison. Les indications indiquent que les niveaux d'eau sont ou stables ou en baisse dans plusieurs régions. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. À Nicolet, il y a encore un avis d'ébullition. Les citoyens pouvaient aller chercher des 18 litres d'eau à un endroit dans la municipalité parce que donc les inondations ont affecté l'usine de traitement des eaux. Donc voilà où on en est avec ces inondations. J'en profite pour me tourner vers ma collègue Véronique Méran pour parler de météo là-dessus. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Parce que évidemment, c'est le temps doux, c'est la pluie qui fait en sorte que les rivières se gonflent. Quelles sont les prévisions, disons, dans ces secteurs? Là, on voyait surtout centre du Québec, Chaudière-Appalaches, donc visés par des inondations. À quoi ça ressemble dans les prochaines heures? Disons que le temps sera encore assez doux dans les prochaines heures. Donc, une autre poussée de douceur à venir en milieu de semaine. Donc, aujourd'hui, demain, jeudi, des températures qui vont contribuer encore à la fonte des neiges, mais pas de précipitation. Alors, ça aura pour effet de freiner un peu le ruissellement là, qui y est pour beaucoup dans ces inondations-là. Prochain système à surveiller, ça passera jeudi soir, moins d'une dizaine de millimètres de précipitation là-dedans. Donc, d'ici là, les conditions, oui, seront assez élevées côté température, mais pas du temps relativement sec, ce qui fait qu'on pourra espérer là, un ruissellement beaucoup moindre que ce qu'on a connu au cours de la fin de semaine. Donc, du beau temps dans l'ensemble. Aujourd'hui et demain, 2 belles journées vraiment très agréables. Ensoleillé. Un soleil dominant aujourd'hui, là, 8-9 degrés, des vents relativement calmes, vraiment des airs de printemps. La nuit prochaine, quelques nuages seulement. On retournera légèrement sous le point de congélation. Ça, c'est bon pour les érables quand on retourne sous zéro cette nuit. Ouais. Et demain, mercredi, oui, on aura un ciel un petit peu plus variable, mais du 13 à 16 degrés. Donc, on retourne là, dans les mêmes eaux qu'on a connues au cours du week-end dernier côté température. Encore très doux jeudi, on sera près de la quinzaine. Il y aura des éclaircies le matin, une tendance à l'ennuagement en après-midi et les précipitations s'amèneront dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc, mélange pluie-neige à ce moment-là. Pas d'accumulation importante, mais ça se pourrait que vendredi matin, le flocon mouillé, ça vous déplaise un peu. Alors, profitez de ces 2 belles journées.
Les températures sont négatives ce matin. Pas de beaucoup, -3 au centre-ville, mais quand même, ça varie entre -5 et -9 là, sur le sud du Québec. Pour ce qui est des gens de l'Abitibi, on aura encore un petit peu de neige aujourd'hui. Neige fondante, là, autour de 5 cm, mais le maximum est près de 2 degrés. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la tendance est au dégagement. 0, 1 degré, c'est ce qu'on aura aujourd'hui. Légèrement sous 0 pour la Gaspésie. La Côte-Nord, il fera 1, assez nuageux. Il y aura une tendance au dégagement en fin de journée. En territoire ontarien, c'est plutôt variable sur l'extrême nord, vers Sudbury, un petit peu plus couvert avec quelques averses de pluie mêlées de neige. Il peut y avoir un peu de bruine verglaçante là-dedans. Les températures varient de 3 à 5 degrés. Il fera très beau sur le sud. Toronto, Windsor, 12-16 aujourd'hui, sous le soleil. Ça se poursuivra aussi pour les prochains jours. À Ottawa, beau temps également. Autour de 8 comme maximum. 8 aussi à Vancouver. C'est à peu près dans les moyennes. Plus de nuages cet après-midi. Dégagement dans les prairies vers Edmonton et Calgary, 3-4 degrés. Regina, on résiste, fait un -15 solide de ce matin. Non, je sais pas. Avec des nuages et des flocons. Le maximum sera autour de -4. On a cet avis de brouillard aussi qui demeure en vigueur. Et du côté de Winnipeg, variable 2 degrés, donc c'est un petit peu plus printanier sur le sud du Manitoba, mais les températures vont grimper aussi dans l'ouest là, au cours des prochains jours. Parfait. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Olivier Pellerin est là pour parler sport. Bonjour, Olivier. Salut, Mathieu. Alors, pour l'instant, c'est stable au classement pour le Canadien de Montréal dans la Ligue nationale dans cette course aux séries. Gros match ce soir face aux Sénateurs d'Ottawa. Oui, exactement. Un duel direct du Canadien de Montréal dans cette course aux éliminatoires. Oui, match qui aura lieu ce soir au Centre Bell. Le Canadien qui a d'ailleurs eu un coup de pouce hier de la part de son ancien gardien de but, Jake Allen, qui était devant le filet pour les Devils du New Jersey hier, qui affrontait les Blue Jackets de Columbus. Et les Devils ont remporté le match 2-1. Jake Allen s'est illustré avec 45 arrêts dans le match d'hier. C'est Timo Meier et Jesper Bratt qui ont marqué les 2 buts pour les Devils. 4e défaite consécutive pour les Blue Jackets. Ça, c'est un bon coup de pouce pour le Canadien. Ça va mal aussi pour les Red Wings. Ils seront en action aussi ce soir. Eux qui sont sur une trajectoire inverse au Canadien. Le Canadien qui a remporté 7 de ses 10 dernières rencontres. Et alors que c'est l'inverse pour les Red Wings. Donc, les Red Wings, ce soir, qui tenteront de se relancer contre les très dangereux Capitals de Washington. Il y aura aussi les Rangers de New York ce soir qui sont tout juste devant le Canadien de Montréal à 72 points et dans cette dernière place donnant accès aux séries éliminatoires. Donc, les Rangers ce soir affronteront les Flames de Calgary et il y a aussi les Islanders là, qui commencent à être distancés là, dans cette course qui affronteront les Pingouins ce soir. Un match important pour le Canadien face aux Sénateurs. Les Sénateurs, eux, qui sont sur une séquence de 6 victoires et on sent beaucoup l'intensité qui augmente, entre autres à l'entraînement hier. Vous avez peut-être vu les images. Arbor Xhekaj et Michael Pezzetta qui sont allés de quelques coups de bâton et de bons coups d'épaule. Rien, par contre, semblerait-il là, qu'un repas ne peut pas réconcilier. C'est ce qu'on a dit dans le vestiaire hier. Mais c'est bon signe. Ça veut dire que les joueurs sont intenses. Ils savent que l'enjeu est grand avec ce dernier droit là, donnant accès peut-être aux séries éliminatoires pour le Canadien cette saison. Donc, c'est à surveiller ce soir sur la patinoire du Centre Bell. Parfait. Au curling, maintenant, l'équipe canadienne a remporté un 4e match. Ça s'est passé au cours de notre nuit au championnat du monde féminin de curling. Effectivement, c'était contre les Américaines. Une victoire de 8-4. C'est donc la 4e victoire de l'équipe canadienne qui est en selle dans ce tournoi, ces mondiaux de curling féminin et qui, pour l'instant, là, sont dans ces places donnant accès à la phase éliminatoire. Je vous rappelle que la troupe de Rachel Oman est championne en titre de ce tournoi et c'était la première de 2 rencontres puisque à 6 heures ce matin, les Canadiennes affronteront les Turcs. Ça devrait être une victoire pour le Canada puisque les Turcs sont en quête d'une première victoire en 6 matchs. Et donc, voilà, pour Rachel Oman, ça va très bien et elle semble en voie peut-être d'être en mesure d'accéder justement à cette phase éliminatoire et peut-être avoir une chance d'accéder au final à nouveau. Au tennis, Gabriel Diallo n'est plus qu'à une seule victoire du tableau principal au Masters. Ça, c'est à Miami. Grâce à une victoire contre le Japonais Yosuke Watanuki en 3 manches hier. Donc, Diallo qui aura comme prochain adversaire l'Américain Brandon Holt. C'est aujourd'hui ce match qu'il est prévu. Holt qui est 116e au monde. Il a déjà 3 finales en Challenger cette saison, dont 2 titres. Donc, ce sera un match à surveiller un peu plus tard aujourd'hui. Et toujours chez les hommes, il y avait 2 autres Canadiens en action. Alexis Galarneau et Liam Draxl, eux, ont été éliminés hier dans leurs matchs respectifs. Chez les femmes, il ne reste plus de Canadiennes, ou en fait, il n'y a pas de Canadiennes dans ce tournoi de qualification. Donc, Victoria Mboko et Leilani Fernandez sont en attente de leur adversaire lors de ce tableau principal chez les femmes à Miami. Merci, Olivier. Bonne journée. Salut, bonne journée. Au revoir.
Alors, au cours des dernières heures, le nouveau premier ministre canadien Mark Carney était en Europe. Ça lui a permis vraiment de revêtir ses habits de chef de gouvernement. Il a reçu un accueil chaleureux de la part du président français. Ça s'appelait Marc Emmanuel, alors bon, presque au-dessus. Il s'est entretenu aussi avec le roi Charles III, en plus d'obtenir un entretien évidemment avec le premier ministre britannique Keir Starmer. Vincent Maisonneuve se joint à nous. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors évidemment, c'est dans un contexte de tension avec les États-Unis que Mark Carney a fait un choix stratégique, un choix politique de se rapprocher de ses alliés européens. En gros, on retient quoi de ce voyage? La visibilité que le nouveau premier ministre a réussi à obtenir, je pense que c'est une chose qu'on peut retenir. Sans être officiellement déclenché, on ne se fera pas de cachette. Là, on est pratiquement en campagne électorale au Canada. C'est bien commencé. Et le premier ministre désigné du Canada a utilisé la carte, une des cartes qu'il a dans sa manche présentement, que les autres chefs n'ont pas, celle des voyages officiels en tant que premier ministre désigné. C'est donc pas une grande surprise d'avoir vu Pierre Poilievre hier faire une sortie publique en Ontario. On y reviendra plus tard. Mais pour ce qui est de l'accueil en France, on n'a peut-être pas assisté au même genre de bromance à laquelle nous avait habitué Justin Trudeau et Emmanuel Macron, mais l'accueil du président français a été très chaleureux. Oui, Emmanuel Macron qui a publié un message dans lequel il a souligné à quel point c'était un honneur de recevoir le premier ministre canadien pour sa première visite officielle. Les deux ont même fait une déclaration commune devant les caméras et si jamais le nom a été mentionné, on peut dire que le spectre de Donald Trump planait partout dans la pièce à l'Élysée. Mark Carney qui a parlé de l'importance de tisser des liens avec des alliés fiables. Il s'est même tourné vers Emmanuel Macron là, lorsqu'il a prononcé le mot fiable pour en souligner l'importance. Pour ce qui est de Londres, Mark Carney était en territoire connu. Là, après tout, il a été gouverneur de la Banque d'Angleterre pendant 7 ans. Il doit en connaître du monde là-bas. Et souvenez-vous des mots prononcés par Mark Carney avant son départ. On en parlait hier, c'était lors du défilé de la Saint-Patrick à Montréal. Il avait souligné l'importance d'affirmer la souveraineté du Canada. Eh bien, lors de la visite au 10 Downing Street, le premier ministre britannique Keir Starmer a affirmé que la relation entre les pays a toujours été forte. 2 alliés souverains qui ont tant de choses en commun. Pas une déclaration fracassante, mais quand même, et certains pourraient rappeler que le premier ministre britannique n'avait pas du tout défendu le Canada lors de sa visite à la Maison-Blanche. Bref, Mark Carney est allé chercher en Europe des appuis auprès d'alliés historiques, mais l'allié traditionnel, l'allié le plus important reste les États-Unis. Et lors de sa conférence de presse à Londres, le premier ministre désigné a dit avoir bon espoir que les relations entre Ottawa et Washington allaient se réchauffer tôt ou tard. À ce moment-ci, c'est difficile d'avoir l'influence aux États-Unis. C'est pas normal. Hein? Normalement, on a des discussions avec eux. Selon moi, nos intérêts sont assez alignés que ça va changer dans un certain temps. Mais c'est pas clair exactement quand. Prochain arrêt pour Mark Carney, Iqaluit au Nunavut, rencontre avec la première ministre du territoire pour rappeler une fois de plus la souveraineté du Canada, mais cette fois dans le Grand Nord. Et puis on a senti le chef conservateur Pierre Poilievre hier en campagne électorale. Oui, tout à fait. Pierre Poilievre qui était dans l'est de l'Ontario, dans une usine de transformation de métaux, avec son slogan préféré, « Couper la taxe, axe de taxe ». Car si le chef libéral Mark Carney a aboli la taxe carbone pour les particuliers, cette tarification reste en vigueur pour l'industrie, ce que le chef conservateur promet d'abolir, parce que dans le contexte, selon Pierre Poilievre, il ne faut surtout pas désavantager les entreprises canadiennes avec des taxes. C'est une question de patriotisme, selon lui. Ça va permettre nos entreprises d'investir cet argent-là dans les emplois. On doit passer une grande réduction d'impôts et de taxes patriotiques. Bref, la campagne électorale n'est pas officiellement commencée, mais officieusement sur le terrain, là, c'est parti. Merci Vincent. Je vous en prie. On retrouve Gabriel Lemarquand-Perrault à Ottawa pour la revue de presse. Bonjour Gabriel. Bonjour Mathieu. Alors je le disais, c'est le Parti québécois qui a remporté cette élection partielle dans Terrebonne. Ça s'est joué hier soir. Donc Catherine Gentilcorps devient la nouvelle députée de cette circonscription, laissée vacante par la démission de Pierre Fitzgibbon. Et les journaux, bien sûr, couvrent cette histoire-là.
Et de 5 pour le Parti québécois, titre ce matin Le Devoir, le PQ haut la main. C'est la une de la Presse Plus. Vous lirez dans la presse la chronique de Paul Journet. Les partiels peuvent se transformer en symboles. Celle dans Louis Hébert en 2017 annonçait l'ascension de la coalition Avenir Québec vers le pouvoir. Le résultat dans Terrebonne hier soir n'a pas cette valeur. N'empêche qu'il soulage les péquistes, inquiète les caquistes et laisse présager des jours difficiles pour les autres partis. Il est vrai, dit Paul Journet, que le PQ est en légère baisse depuis janvier, mais il demeure en tête, ce qui est un véritable exploit pour un parti qui ne comptait que 4 élus. L'analyse de Hugo Lavallée à la une de notre site Internet ce matin, radiocanada.ca, qui, lui, parle des effets politiques de cette victoire. Les effets risquent d'être moins spectaculaires que lors de la partielle dans Jean Talon. Il dit la percée historique du Parti québécois dans la circonscription de Jean Talon avait marqué une sorte de rupture dans la séquence politique entamée avec l'arrivée au pouvoir de la coalition Avenir Québec en 2018. Et puis, le chroniqueur du Journal de Montréal, Antoine Robitaille, s'est entretenu avec une caquiste qui se dit amèrement déçue. En fait, elle était l'adjointe du ministre de la cybersécurité et du numérique, Éric Kerr. C'est Alice Abou-Khalil. Dans la logique des choses, dit-elle, j'aurais dû être la personne choisie pour le remplacer. Eh bien, elle ajoute ne pas être la seule qui aspire devenir ministre un jour. Elle a été patiente, elle a été candidate de pancarte, selon elle, en 2018. Elle a perdu et puis a finalement été élue dans la circonscription de Fabre en 2022. C'est une résidente de Laval qui possède près de 25 ans d'expérience et une experte en technologie de l'information et en cybersécurité. On l'avait nommée adjointe parlementaire au ministère de la cybersécurité et du numérique. Et quand M. Kerr a perdu son portefeuille, eh bien, elle se croisait les doigts. Finalement, ça a été la déception. Elle se dit profondément ébranlée. Donc, la chronique d'Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal ce matin. Pas mal, donc, de politique québécoise. Sinon, le Journal de Montréal qui s'intéresse, Gabriel, aux dépenses, justement, des voyages d'élus, mais particulièrement de la présidente de l'Assemblée nationale, Nathalie Roy. Oui, toujours en politique québécoise. Le déficit historique n'empêche pas la présidente de l'Assemblée nationale et les députés de continuer à parcourir le monde à grands frais. La facture de certaines missions à l'étranger frôle parfois les 6 chiffres, nous dit le Journal de Montréal ce matin. Des élus qui se sont rendus au cours des derniers mois dans plusieurs coins du globe, de l'Islande au Japon, en passant par l'Australie et la Guinée. Et le Journal de Montréal qui nous apprend ce matin que la note pour les Québécois pourrait même être plus élevée cette année que l'an dernier. On sait qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont en déficit d'entretien, puis on apprend ce matin dans Le Devoir qu'il y a des millions de dollars qui dorment dans les coffres des centres de services scolaires. À la une du Devoir ce matin, une vingtaine de centres de services scolaires de la province ont accumulé près de 750 millions de dollars non dépensés à ce jour pour le maintien de leurs actifs immobiliers. C'est en raison notamment d'un manque de soumissionnaires à leur appel d'offres et de main-d'œuvre aussi dans les équipes des ressources ministérielles. On parle d'informations incluses dans le budget 2024-2025 du gouvernement du Québec qui seront mises à jour le 25 mars. Donc, c'est à la une du Devoir ce matin. Des millions s'empilent malgré les besoins en rénovation. Et en Ontario, des niveaux élevés de plomb dans l'eau de certaines écoles. C'est à la une du Toronto Star ce matin, selon une enquête du Star et du Investigative Journalism Bureau. On parle de niveaux assez impressionnants là, dans certaines écoles, dont une école d'Ottawa. Les niveaux atteignent 100 fois la norme recommandée par le gouvernement fédéral. Donc, des niveaux assez impressionnants. Le Star qui a analysé là, plusieurs écoles en Ontario, alors des niveaux qui atteignent des sommets dans plus d'une centaine d'écoles de la province. Merci, Gabriel. Bonne journée demain. Bonne journée. Jean-Philippe Robillard se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Pour nous parler de cette nouvelle journée de grève dans les CPE, les centres de la petite enfance. 400 établissements seront fermés aujourd'hui et demain. Les 13 000 travailleurs, travailleuses de ces CPE qui veulent dénoncer la lenteur des négociations. Évidemment, ces journées de grève qui touchent des milliers de familles. Ce sont les 2 dernières de cette banque de journées de grève. De 5 journées, Mathieu, effectivement. Donc, 2 nouvelles journées de grève aujourd'hui et demain. Et ça va toucher, Mathieu, près de 50 000 enfants partout au Québec,
dans toutes les régions de la province. 2 nouvelles journées de débrayage qui vont bien sûr donner des maux de tête à certains parents qui doivent se réorganiser, qui doivent faire du télétravail si c'est possible, prendre congé peut-être dans certains cas, ou bien demander un coup de pouce là, aux grands-parents. Là. Les négociations, rappelez-nous, qui achoppent sur quels enjeux? Bien, les principaux points en litige sont le soutien aux enfants à besoins particuliers dans les CPE. Il y a également des primes, Mathieu, pour celles qui travaillent en région éloignée. Il y a la charge de travail et également, bien sûr, les salaires. Alors que ça fait plusieurs mois que selon le syndicat, que les pourparlers tournent en rond, que ça traîne en longueur. En fin de semaine, bien, les choses ont bougé à la table des négociations. Il y a eu du mouvement parce que le gouvernement du Québec, Mathieu, a déposé de nouvelles offres globales pour tenter de régler le conflit. Ça a relancé vraiment les négociations. D'ailleurs, il y a eu des pourparlers qui sont poursuivis hier toute la journée. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, croit même qu'il y a une entente qui est possible, que ça pourrait survenir rapidement. Il faudra voir. Mais pour le syndicat, ce qui a été déposé là, par le gouvernement, c'est pas suffisant pour obtenir une entente de principe, même si le syndicat reconnaît qu'il y a des avancées, parce que selon le syndicat, il y a sur plusieurs demandes. À l'heure actuelle, bien, il y aurait des reculs. Et je le disais, 2 dernières journées aujourd'hui et 4e demain. et 5e. C'est ça, de ce bloc de 5 journées. Et le syndicat va vouloir un mandat de grève, quoi, pour une grève générale? Oui, pour accentuer la pression sur le gouvernement, pour tenter de le faire bouger encore et l'amener à régler, à conclure une entente de principe qui réponde réellement aux demandes des 13 000 travailleuses des CPE. Donc, aujourd'hui, il y a mobilisation, c'est la journée de débrayage et demain, Mathieu, les 13 000 travailleuses des CPE, elles vont se prononcer sur un nouveau mandat de grève qui pourrait aller jusqu'à la grève générale illimitée, si jamais, bien sûr, il n'y a pas d'entente avec le gouvernement du Québec là, pour une nouvelle convention collective. Là. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Pas mal de choses à surveiller aujourd'hui, entre autres sur la scène internationale. Un appel attendu entre Donald Trump et Vladimir Poutine au sujet d'une trêve éventuellement en Ukraine. Également sur le front de Gaza et d'Israël. Israël qui a intensément bombardé la bande de Gaza dans la nuit de lundi à mardi. On rapporte plus de 300 morts selon les services de santé palestiniens. L'État hébreu qui a promis de recourir à la force pour libérer les derniers otages au risque de provoquer l'effondrement total du cessez-le-feu qui est en vigueur depuis janvier. Sinon, au pays, Statistique Canada va publier un peu plus tard aujourd'hui l'indice des prix à la consommation, le congé de TPS qui a fait descendre les prix en décembre et janvier, l'inflation qui devrait, selon certains économistes, augmenter de nouveau avec le retour donc de la taxe de vente au milieu du mois dernier. Et je vous rappelle ces résultats, donc dans la partielle à Terrebonne, dans la circonscription de Terrebonne, c'est le Parti québécois et sa candidate Catherine Gentilcore qui est maintenant donc la représentante de Terrebonne avec plus de 52% des appuis. Celui qui a terminé deuxième, c'est Alex Gagné de la coalition Avenir Québec avec un peu plus de 28% des appuis. Sinon, dans plusieurs régions, les niveaux d'inondation, les niveaux d'eau des cours d'eau sont à la baisse. Donc, c'est une bonne nouvelle, sauf à certains endroits où donc il pourrait y avoir encore des inondations dans les prochaines heures. Ce sera bien sûr encore à surveiller. Voilà pour cette édition. Dans la une, vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve dans les radios-journaux un peu plus tard dans la matinée. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.